Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Nous recevons M. Jean Libon et Stéphanie De Smet. Bonjour. Bonjour. À seulement quelques mois de votre 40e plutôt anniversaire de Striptease. 40e au mois de janvier. 40e au mois de janvier. Vous nous faites l'honneur de nous présenter un long métrage, votre 3e, Striptease intégrale. Ma première question, il y a le petit écran, la télévision. Vous avez débuté à la télévision en 85. Vous avez... En 70, j'ai débuté à la télévision. Ben, oui, dans votre cas, ça fait... Je suis un vieux monsieur. Vous êtes un vieux monsieur. Vous avez passé, je veux dire, des heures et des heures à faire la télévision avant Striptease. Ouais. Mais pour Striptease, 85. Et on est au petit écran. Là, vous décidez, depuis quelques années, d'utiliser le grand écran. Est-ce que pour vous, il y a une différence? Pas vraiment, sauf que je n'ai plus le poids d'une télévision sur mon dos. Donc, devenez votre propre producteur, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, chacun son métier, je ne suis pas producteur. J'ai jamais voulu. On m'a proposé des dizaines de fois, mais j'ai toujours refusé. C'est pas mon métier. Donc, moi, je fais des films, quoi. Et je suis un peu producteur plutôt créatif, quoi. Mm-hmm. Je ne suis pas producteur d'argent, même si je sais que l'argent, ça existe et qu'il faut gérer tout ça. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire au départ, la question? En fait, est-ce que vous perceviez une différence entre le petit écran et le grand écran? Parce que la relation peut être différente entre le spectateur qui est chez lui à manger. Très certainement, mais c'est vrai qu'au départ, quand on a créé Striptease, en fait, je vais revenir un peu tout au début, quand on a créé Striptease dans la télévision belge, donc c'est la moitié de pays, vous savez, il y a les Flamands et les Wallons, donc c'est quand même un demi-pays. Et donc, on avait couru le monde à l'époque, c'était les grands dossiers en Argentine, au Sud-Est, au Vietnam et tout ça. On courait le monde à cette époque-là, avec deux instruments formidables, qui étaient une caméra qu'on portait à l'époque, à l'épaule, et un Agra, un enregistreur son, qui est aussi sub. Donc, on pouvait aller n'importe où avec ça. Et en fait, on se rendait compte, après quelques années de faire ce genre de métier, qu'on n'employait pas ces deux instruments formidables à leur capacité. Parce que justement, il y avait toujours le commentaire journalistique, la musique, un truc, les questions, la tête du journaliste qu'il fallait mettre dedans. Et donc, à un moment, on s'est dit, mais quelle bande de cons on est. Et donc, on a dit, on fout tous à la poubelle. Et en fait, on s'est dit, arrêtons de courir le monde, justement, et faisons les choses près de chez nous. Il y avait un récit médiatique qu'il faut suivre toujours maintenant, forcément. Mais on s'est dit, jetons tous à la poubelle et arrêtons-nous au bord de la route, au trottoir à côté de chez nous, quoi. Parce qu'en fait, souvent, dans ces récits médiatiques, on nous lançait dans un pays où on ne connaissait pas la langue, on apprenait le dossier dans l'avion, et puis voilà, et on rencontrait dans ces situations-là, des sujets beaucoup plus formidables, souvent, que ce pourquoi le rédacteur en chef nous avait envoyé. Donc, en fait, on a créé ça avec Marco Ramage, qui était mon alter ego, à qui on travaillait. Et en fait, on a proposé ça, et tous les repris de justice de la télévision belge nous ont rejoints tout de suite. Tous les gens de notre génération, c'est tout générationnel, vraiment. Générationnel, tout le monde, enfin, il y a une dizaine de mecs qui en avaient marre, ils nous ont retrouvés tout de suite. Et en fait, la direction n'y croyait absolument pas. Pour nous, on était quand même considérés comme les moins que rien. Ouais, comme les manières, les moins que rien de la télé. Et ça marchait tout de suite, ça a cartonné tout de suite. Et en fait, c'est pas qu'on était des génies, c'est qu'il y avait un manque, en fait. Il y avait un manque. Donc voilà, quoi. Pour nous, au Québec, votre travail ressemble étrangement aux cinéastes des années 60 qui ont utilisé le cinéma direct et qui ont mis de côté le commentaire, qui ont été vers les gens, qui les ont rencontrés, qui ont développé une relation avec ces gens-là, et en présentant toute la complexité des personnages. Justement, hier, moi, je revoyais les ordres de Brault. Et en fait, je disais à Stéphanie, parce qu'elle n'était pas née à ce moment-là... Je venais de naître. Un peu de respect. C'est vrai que... On voit bien la différence d'âge entre les deux.
Comment ça? Je me parais si jeune que ça? Oui. donc Resort, pour moi, c'était un très très grand film. Et c'était vraiment le genre de choses qu'à l'époque, on voulait faire. Souvenez-vous aussi du cinéma suisse de Souter, Tanner et Goretta, à la même époque. Hein. Les grands films, je veux dire, suisses des années 70, 75 étaient totalement influencés par cette grammaire. Hein. Et moi, l'histoire, enfin, le film de Michel Brault, pour moi, c'était un sommet, quoi. Je trouvais ça formidable. Et quelque part, on a été influencé par ça d'une manière ou d'une autre. Moi, je me souviens, après mon service militaire, donc je cherchais du boulot, et j'avais été en Suisse, justement, parce que c'était la grande époque, et je rencontre Michel Souter dans un bistrot, et il me dit, mais enfin, pourquoi tu veux faire du cinéma? Tu es dans une maison qui s'appelle RTBF, reste là, parce qu'en fait, c'est là, avec tous les aléas d'une chaîne publique, c'est là que tu peux vraiment créer et ne pas crever de faim à la fin du mois, à la fin d'année, quoi. Et donc, c'est vrai, je suis rentré à RTBF, et puis voilà, quoi. Et toi, Stéphanie, parce que, effectivement, je veux dire, en 85, j'imaginais que... J'avais 10 ans. Tu avais 10 ans, donc Striptease débutait. T'es né, je veux dire, avec cette émission culte. Quelle était l'influence, je veux dire, de ces premiers épisodes sur toi? Ben, en fait, dans ma famille, enfin, c'est une histoire familiale plutôt. J'en vais rire parce que je vais encore parler de mon père. C'était une obligation. Mon père adorait et donc on devait regarder ça. Je pense qu'à 10 ans, c'est pas que j'étais pas convaincue, c'est que je comprenais pas, évidemment. Je regardais ça. Enfin, je comprenais pas. Si, je voyais que je voyais quelque chose, mais est-ce que et je voyais que j'aimais bien regarder ça, mais est-ce que pour moi, il y avait une analyse derrière? Il n'y en avait aucune à 10 ans. Pour moi, c'était logique de regarder ça, ça faisait partie de mon quotidien. Mais c'est marrant parce qu'on a parlé il y a quelques jours que ça m'a quand même marqué, parce que c'est quand même quelque chose qui m'a donné envie d'après faire ce métier-là. Donc, parce que j'ai décidé d'être réalisatrice quand j'avais 15 ans, c'était pas beaucoup plus tard. Enfin, 15-16 ans. Et je sais que c'est quand même des choses, il y a quand même des choses qui m'ont marqué. Et là, récemment, justement, on a reparlé d'un épisode dont personne ne se souvient. Et moi, je me souviens encore même de plans à l'intérieur. Et je lui en ai parlé. Et je lui disais, je suis pas sûre qu'il y avait bien tous les plans dont je parlais. Donc, il y a 2-3 jours, on a fait cet exercice. Et donc, et je pense que c'est un sujet qui m'a marqué parce que, justement, il était aussi différent des autres, puisque c'est vrai qu'à cet âge-là, moi, je me souvenais aussi d'un univers un peu caustique, on va dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, bon, en tout cas, voilà. En tout cas, quand je dis caustique, c'était plutôt que on ressentait des émotions plus fortes que quand on regardait quelque chose d'autre, et ça nous interrogeait, et ça mettait en perspective des choses. Mais je me souviens de cet épisode-là qui était vraiment, justement, très tendre et très différent de ce que j'avais vu, et que ça m'avait questionné sur, en fait, la multiplicité de ce qu'il y avait, de ce qu'on me proposait, en fait. Et donc, c'est comme si avant, j'avais l'impression de voir ça comme une espèce une espèce de chose homogène. Et tout à coup, avec cet épisode-là, je sais que ça m'a questionné et j'ai commencé à regarder l'émission d'une autre manière. En me disant, tiens, mais en fait, on me propose aussi des autres choses, c'est à moi de plus comprendre. Mais en tout cas, voilà, clairement, moi, ça a eu une influence vraiment énorme sur la manière dont j'ai envisagé après ma carrière, c'est sûr. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que, bon, pour nous, oui, on voit les striptease, je veux dire, sur l'Internet, parce qu'ils sont accessibles, les émissions cultes, donc je ne les ai pas tous vues. Mais ce qui m'a frappé, je veux dire, dans cette somme d'émissions que j'ai pu voir, c'est la multiplicité des tons. Okay? Donc, je pense que, fondamentalement, vous ne vouliez pas vous arrêter à une recette, et c'était les gens que vous rencontriez qui devenaient finalement vos sujets et que vous trouviez une approche cinématographique qui, dans le fond, s'arrimait avec les gens que vous rencontriez. C'est aussi un défi des réalisateurs. Hein. C'est ce qu'on disait au départ. C'est que les deux premiers numéros, les deux premières émissions de Striptease, c'est surtout Marc Gamin chez moi qui l'avons fait. Et donc, forcément, en fait, je dis, on fait toujours le même film. Hein. Ouais. Et donc, on s'est quand même très, très vite rendu compte que si on était Marc Gamin chez Jean Libon faisant ça tout le temps, on est vite allé dans le mur. En plus, on était assez vite épuisé. Hein. Et donc, comme je disais tout à l'heure, tous les reprises de justice sont arrivés. Et Striptease a fonctionné aussi parce qu'il y avait quand même un tas de regards qui étaient les regards des réalisateurs. Et ça y est, quand même, il y a quand même des sujets. Quand on a mis quand même une vieille femme de 87 ans dans une maison de retraite qui se met à poil
Non, mais c'est vrai, qui se met à poil. Mais elle dit, je veux me mettre à poil pour prouver que les vieilles gens se gavent. Et donc, et c'est un sujet qui a fait un très très beau sujet qui s'appelle Martin. Hein. Le truc, c'est un très très beau sujet, silencieux. C'est super ce sujet. Il se passe rien, quoi. Elle mange, un truc, elle se lève, elle fait son riz, elle fait la sieste, et c'est formidable, quoi. Et c'est formidable. Et la direction de la maison le lendemain nous dit, où les journaux montrent une vieille à poil, c'est impossible. Non, au contraire. Et c'est un sujet, les gens vont apprécier ce sujet, parce que justement, une vieille à poil, c'était ultra crapoteux, quoi. C'était très digne, et puis voilà, quoi. Et donc, c'est cette multitude différente de regards qui a aussi fait le succès du tri. Et encore maintenant, c'est pour ça que je dois travailler avec ce genre de choses. Et c'est moi le genre de choses. C'est beaucoup Stéphanie. Voilà, avec plaisir. Dans le cas de M. Libon, vous aviez mentionné, ça m'a frappé, qu'au départ, vous étiez directeur photo. Et pour moi, ça a un très grand intérêt, parce que j'ai toujours cru que ce type de cinéma, que nous on appelle le cinéma direct, qu'on appelle le cinéma... moi, j'aime pas le terme cinéma vérité, mais bon, il y a plein d'appellations, je veux dire, doit nécessairement, je veux dire, passer par le regard. Et oui, il y a le regard du réalisateur, mais avant tout, je pense qu'il y a le regard du directeur photo. C'est le premier regard. C'est le premier regard. Et la majorité des acteurs photo me disaient toujours la même chose. Nous, notre plan, on le voit pas dans le cadreur. On le voit, je veux dire, avant. On prévoit finalement ce qui s'en vient et le cadre n'est que, je veux dire, la suite, je veux dire, de notre vision, de notre manière finalement d'avoir compris le réel. D'autant plus qu'en fait, ça c'est une chose, mais il y a encore quelque chose avant ça. C'est l'écoute. Oui. C'est l'écoute. Moi, j'ai viré, donc, comme je suis donc cadreur, j'ai viré des dizaines de cadreurs, de caméramans, de directeurs photo, parce qu'en fait, ces gens n'écoutent pas. Ces gens n'écoutent pas. Ils ont une technique formidable, mais en fait, ils n'écoutent pas. Donc, ils sont toujours à côté, en fait. Et donc, moi, d'abord, un bon cadreur, un bon caméraman, un bon directeur photo, avant d'avoir sa technique, mais qui ne m'emmerde pas avec la technique, mais d'abord, il doit écouter. Et s'il écoute, et s'il y a un peu de sensibilité, c'est toujours bon. Et puis voilà, quoi. Mais vraiment, c'est fondamental. D'abord, il écoute, et puis l'image, et puis la réflexion. Et ce qui est intéressant dans vos propos, c'est que vous avez, je pense, une approche très définie du cinéma. Et je sais très bien ce que je ne veux pas. Exactement. Je ne sais pas tout ce que je veux, mais je sais très bien ce que je ne veux pas. Et ce qui est le plus important. Oui, parce que si on sait trop ce qu'on veut, finalement, on impose nos propres choix. Lorsque vous travaillez avec des collaborateurs, mettons Stéphanie, est-ce que cette discussion, je veux dire, est préalable à vos choix? Est-ce que vous arrivez en leur disant, il y a pour moi, je veux dire, des éléments que je veux pas, et vous leur mentionnez finalement quelle est votre approche? Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé à Stéphanie, parce que je ne m'en souviens pas, mais ce genre de discussion, on a eu avec tout le monde. Tout le monde. En 21 ans en France, on a quand même vu 1500 réalisateurs. En 20 ans. Vous avez tous passé, quoi. Et donc, en fait, il y en a finalement une dizaine qui ont travaillé pour nous. Et il y en a 3 ou 4 qui ont vécu de ça pendant 20 ans. Et puis voilà, quoi. Donc, ce genre de discussion... Alors, je dirais qu'après 20 ans, j'ai moi un peu l'impression que je me répète et que je radote. Alors, je ne sais pas comment des petits jeunes comme la dame ici. C'est vrai. Comprend ça, mais au départ, c'est vrai, il y avait 2 choses. Striptease, il y avait deux choses, deux Bibles, deux articles dans la Bible. Un, jamais de faire de la fiction. Jamais de faire de la fiction. Même s'il y a un truc formidable qui s'est passé hier, on n'était pas là, il faut en parler. Je ne sais pas comment on se démerde suivant la situation. On ne remet jamais de la fiction. C'était une chose. Deuxième chose, on ne promet rien aux gens, mais ce qu'on promet, on tient. On tient. À partir de là, proposez-moi tout ce que vous voulez. Et puis on y va, quoi. Et alors on discute, et puis comme on travaille, on fait des essais avec les gens, avec une petite caméra à l'époque, ou un téléphone maintenant, et puis on rencontre les gens, et puis c'est parti. On visionne tout, moi je visionne tout les rushs, et donc avec ce genre de personnages, et puis on y va, quoi. Et parfois, c'est vrai, on me posait la question hier ou avant-hier, est-ce que les gens... oui, parfois ils refusent, quoi. Moi, j'ai jamais brûlé les pieds des gens pour travailler avec eux. Hein. Donc voilà, quoi.
Et dans ces intégrales, Stéphanie, tu as le premier sketch avec ces influenceuses top boxées, on ne sait pas trop quoi, qui vivent à Dubaï. Et ce qui est, pour moi, ce qui m'a énormément frappé, c'est l'humour que tu as réussi à introduire dans ce sketch. Et pour moi, c'est également un lien, un ton de striptease. C'est qu'au documentaire, qui parfois peut être aride, vous avez réussi, dans quelques sketchs que j'ai vus, à introduire l'humour. Okay? Et ça, c'est, quelque chose, qui fonctionne. Et peut-être qui a plu aux gens. En se disant, tu sais, le documentaire, c'est pas, quelque chose vraiment plate, c'est pas juste une caméra de surveillance, puis qu'on a l'impression, qu'on fait rien. Hein. C'est un truc, c'était un truc qu'on voulait aussi au départ, ça. Parce qu'on s'était toujours dit au départ, le documentaire, excusez-moi, c'est souvent très chiant quand même. Hein. C'est des trucs de militants aussi. Alors si je suis un militant de timbre-poste, je peux faire un film formidable sur le timbre-poste, mais il n'y aura que les amateurs de timbre-poste qui vont... Et encore, ils vont vous critiquer parce que vous allez avoir oublié quelques éléments. Très certainement. Et donc, on s'est dit, pourquoi on doit imposer aux spectateurs, que ce soit en télé ou même au cinéma, qui reçoivent des choses chiantes, même si c'est intéressant. Une fiction, on ne supporte pas qu'elle soit chiante. Elle doit accrocher. Donc le spectateur, il est le même. Qu'il regarde une fiction ou un documentaire, il est le même. Donc essayons de faire quand même, avec du documentaire, ce qui existe dans la vie. C'est un peu l'humour. Même dans des situations, moi j'ai quand même vécu des situations dramatiques avec des corps sur lesquels je marchais dessus, etc. Je sais que le soir, il fallait qu'on s'éclate quand même. Hein. Il fallait qu'on rise. Sans ça, on ne tient pas le coup. Hein. Les chirurgiens, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a un sujet dans ces petits bouts de rognon, je ne sais pas très bien, où c'est des chirurgiens qui vont à table après l'opération. Ça déconne tout le temps, naturellement. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix. Donc l'humour, c'est... pour moi, absolument formidable, et on a besoin de ça. Ce qui nous a été souvent reproché, d'ailleurs, hein, parce qu'avec humour, on lui disait « vous vous moquez des gens ». Ça, c'était un truc. Mais ça, c'est intéressant, parce que j'ai vu le film, bien sûr, en salle, lors du 53e Festival du Nouveau Cinéma, et souvent, les gens... c'est pas une critique, mais mentionne que vous pouvez un peu abuser d'eux, vous pouvez les ridiculiser et tout. Alors que finalement, pour moi, c'est absolument pas ça. C'est que vous les filmez avec tellement de respect que ces gens-là sont authentiques. Et je suis persuadé que lorsqu'ils se regardent à l'écran, ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent très bien. Ils se reconnaissent très bien. Et on en connaît plein de ces gens-là qu'on rencontre dans la rue, qu'on se dit quel beau sujet de film. Hein? Et la nuance et la perception plutôt, je veux dire, elle est très mince entre finalement ce qu'on voit à l'écran et ce qu'on peut s'imaginer des gens. Et en fait, quand les gens ont un regard soit tendre, les spectateurs je veux dire, un regard soit ironique, soit tendre sur les gens, c'est le regard à eux qui est truc. C'est pas le nôtre, c'est le leur, quoi. Donc un type qui... Alors moi, on m'a souvent dit, ça fait quand même 40 ans que j'existe, hein, on m'a souvent dit, vous êtes le dernier humaniste de la truc. Et d'autres m'ont dit, t'es la dernière crapule. Et puis voilà, quoi. Je crois qu'on n'est ni les derniers humanistes, ni la pire des crapules. Et je crois que la vérité est dans cette mouvance-là et qui dépend d'abord du regard du spectateur, en fait. Donc, voilà, quoi. Parce que dans ton cas, Stéphanie, j'imagine que Cassie, qui est ton personnage un peu central avec ses amis, a vu le film. Non, elle n'a pas encore vu. Okay. Mais par contre, pour revenir sur le principe, c'est clair que même nous, quand on part sur un film, on parle d'humour avec eux. Hein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai décidé de travailler avec eux, je suis allée en repérage, et quand on leur explique en fait notre projet, on leur dit comment ça va s'inscrire dans quoi et pourquoi on les choisit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et donc, je leur ai dit, je vais vous filmer parce que vous me faites beaucoup rire. Parce que vous avez un humour entre vous, vous avez des codes entre vous, et je leur ai dit aussi que clairement ça m'intéressait parce que je m'en sentais assez loin. Et tout ça, ils savent très bien. C'est pas on ne voit pas des trucs. Hein. Non. On ne voit pas des trucs. Pas du tout. Et donc quand on rit même ensemble. Enfin, ce n'est pas moi qui me positionne et parce que, par exemple, si je peux parler plus précisément d'une séquence, la séquence des dents, on aurait pu croire, donc c'est Cassie qui se fait mettre des facettes,
finalement, si on regarde bien, tout le monde rit dans cette séquence, même elle. Oui, oui. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on partage. Moi, quand je suis en train de tourner, souvent je ris et je me cache pas derrière un rideau. On voit que je ris. Donc je ris de bon cœur avec les autres et c'est pas caché. C'est pas. Et dans leur cas, ce qui est doublement intéressant, c'est qu'ils se filment. Oui, c'est ça. Donc, en sachant très bien que ça va se retrouver sur les réseaux sociaux et que l'objectif, c'est finalement de pouvoir faire rire les gens qui regardent ça. Donc, en fait, je sais pas si le terme est juste, mais vous vampirisez un petit peu, je veux dire, la situation, je veux dire, pour arriver à, je veux dire, nous la faire voir. C'est ça. On essaie d'être universel quand même, quelque part. Hein. C'est-à-dire à partir de petits faits divers un peu stupides, parfois, je l'admets, à partir d'anecdotes, parfois, je ne dirais pas à tous les 900 sujets, mais parfois on arrive quand même à l'universel. Et vous êtes des ethnologues. Parce que dans les faits, quand on regarde vos émissions, on a l'impression, je veux dire, d'avoir un miroir de la société. Et dans ces petites intégrales, c'est un peu ça dans les faits. Les sujets, les gens, je veux dire, que vous filmez, c'est des sujets actuels qui nous touchent à tous les jours, dont on entend parler, je veux dire, à peu près dans tous les médias. Bourdieu disait ça, qu'on était les pires des sociologues qu'on puisse voir à la télé. Et ça, c'est votre regard. Oui. Mais ça l'exige quand même, je veux dire, une certaine vivacité d'esprit, d'être capable de comprendre comment la société se transforme. Ça a l'air simple lorsqu'on en parle comme ça, mais c'est pas tout le monde qui le font. Il faut quand même reconnaître votre talent, minimalement. Je sais pas, il y a surtout beaucoup de travail derrière, je crois, beaucoup de réflexion, beaucoup de regard sur la société. Beaucoup de bière. Pour pouvoir en discuter. Oui, ça va quoi. Moi, je ne suis pas du tout un artiste. Hein. On me disait encore récemment, tu es un artiste. Mais non, je ne suis surtout pas un artiste. Je suis un type qui travaille au quotidien, qui est travaillé. Je suis insomniaque, donc je vis plus de temps que les autres parce que je dors beaucoup moins et je suis très content de ça. Je m'en porte très bien, quoi. Et donc pendant que les autres se reposent, je fais autre chose, quoi. Je fais autre chose. Et puis voilà, c'est un regard que moi je porte sur la société. Moi, je viens d'un milieu complètement défavorisé, dans un petit patelin au fin fond de la Belgique. C'est-à-dire que pour me retrouver, pour venir à Bruxelles faire des études, ça a été très compliqué pour toute la famille, etc. Et donc, moi, j'ai vécu la merde, quoi. Donc, voilà, ça donne quand même une espèce de regard sur la société par laquelle on peut passer ou on passe, quoi. Donc, voilà, quoi. Ouais. Mais ça, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe encore, mais j'ai l'impression que ce regard et ce passé, je veux dire, les gens sont capables de le percevoir. Parce que de réussir à convaincre des gens de participer à un film, c'est quand même pas facile. Je veux dire, parce que quand on voit ça de l'extérieur, on se dit, oui, il était au coin de la rue, il a rencontré quelqu'un, et il s'est dit, on fait... C'est la période la plus difficile pour les acteurs. Je suis persuadé, parce qu'il y a une relation de confiance qui doit s'établir entre les participants et les gens qui sont filmés, une relation d'empathie, de sympathie, de collégialité, même si généralement, vous n'allez pas devenir des amis, mais minimalement, il doit, pendant le tournage, si on veut que ça a l'air vrai, je veux dire, qu'il y ait cette relation-là. Parce que, et vous l'avez mentionné aussi lors du Q&A en salle, ce qui est dangereux avec ce type de documentaire, c'est des gens qui paraissent extrêmement bien lorsque vous les rencontrez et que lorsque la caméra s'ouvre, et là, ils changent totalement de discours parce qu'ils veulent bien paraître. Okay? Tout à fait. Et là, on a devant deux personnalités et c'est pas ce qu'on recherche. Oui, tout à fait, clairement, oui. Mais là, vous venez de dire un truc qui est assez vrai, c'est que effectivement, il faut entretenir quelque chose. Et on me posait la question récemment, et c'est vraiment comme ça. C'est que, en fait, moi, je sais par exemple que c'est un espèce de jeu entre entretenir une relation pour faire un projet, et en même temps mettre des limites. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, là, je viens quand même pour travailler. On ne sera pas amis. Et quand le film sera fini, a priori, chacun reprend sa vie. Et je mets bien cette limite-là. Je trouve ça hyper important qu'il y ait cette relation-là et que ce soit bien clair que je suis là pour faire un travail et je ne deviendrai pas leur copine et ce n'est pas le but, en fait. Et que, en fait, la situation que vous filmez est plus importante que vous. Oui. C'est ce qu'on peut noter. Oui, mais c'est très important, je trouve, de mettre un cadre et de mettre des limites parce que, effectivement, là, on pourrait se perdre et les gens pourraient aussi oublier. Enfin, voilà, je trouve que c'est comme cette notion de la caméra. Beaucoup de gens demandent si on tourne avec une toute petite caméra ou avec une grosse caméra. Avec une ou deux caméras? Une. Toujours une, oui. Et jamais d'image volée ou cachée. Non.
Et souvent, une grosse caméra, et moi j'aime bien être avec une grosse caméra parce que ça rappelle qu'on est là. Et les gens disent qu'on s'arrange pour qu'on nous oublie, oui, en quelque sorte, mais en même temps avec une grosse caméra, avec une perche, avec plusieurs personnes, et avec le fait qu'on dit qu'on est là pour travailler, je pense que ça pose un cadre, et ça crée quand même une relation, mais où tout le monde sait dans quelle pièce il joue. Est-ce que ça vous arrive de retourner certaines scènes? Parce que parfois, on a une image, je veux dire, que du documentaire qui est la scène en direct. Alors qu'on sait parfois qu'il y a des problèmes de son, qu'il peut y avoir différents problèmes, mais qu'il y a quelque chose de vrai. Est-ce que parce que je sais, dans le cinéma direct, on le fait beaucoup. Hein, on a utilisé presque des techniques de fiction pour arriver à raconter une histoire, parce qu'on raconte toujours une histoire. Est-ce que dans votre cas, vous êtes capable? Ça arrive? Non, jamais. Sauf, je dirais, par exemple. C'est pour ça que quand je parlais d'une seule caméra, vous dites qu'on ne voit jamais d'image. Non, c'est toujours une seule caméra. Mais par exemple, nous sommes ici dans une radio. On vient chez vous. Je vais pas, plutôt que de faire une phrase de commentaire pour expliquer que je viens ici, je peux faire passer le personnage devant l'entrée de la porte où il est marqué. On peut dire que c'est la fiction, mais c'est pas de la fiction en fait. Donc, c'est cinématographique, point. C'est exactement. Mais le plan où je viole je vous viole, je vais pas refaire deux fois quoi. Donc voilà quoi. Non, autrement jamais, parce qu'en fait, simplement, c'est pas une question d'éthique, etc. Hein. C'est faux. C'est que le jeu, si vous voulez, la répétition, elle est fausse. C'est même pas une question d'éthique, on est au-delà de ça. C'est faux, ça se sent tout de suite. Donc on fait pas, quoi. Et en fait, ce que vous dites, c'est ce que les Bro, Grou et compagnie disaient dans les années 60-70. Le documentaire se passe à la table de montage. S'il n'y a pas de montage, moi je remercie que le métier de monteur et de monteuse existe parce que c'est comme un gars que tout se passe. Toutes les merdes qu'on a ratées, tous les films ratés, le montage est formidable. Et je ne comprends pas les réalisateurs qui n'aiment pas le montage. Ça existe, hein. Oui, parce que, en fait, pour moi, le documentaire, c'est le montage. À la base, c'est la fiction aussi, mais peut-être encore plus que le documentaire, plus que la fiction, parce que dans la fiction, on peut manipuler certains éléments, alors que là, vous avez un matériel qui est brut, et auquel vous devez donner sens. Donc, c'est comment réussir à garder l'esprit des premières rencontres, et, je veux dire, rendre cet esprit-là au spectateur. Et c'est par le montage. C'est fondamental, le montage. C'est vraiment fondamental. Et ça, c'est un élément qu'on a tendance à oublier. Striptease. C'est haut, c'est des bas. Où vous en êtes rendu? Parce qu'on entend plein de choses, que là, ça marchait plus et tout. Pour nous, de l'extérieur, l'émission fonctionne toujours? Pas du tout, non. Hein? Pas du tout. Pas du tout, hein, c'est ça. Oui, vous êtes mis à la retraite, hein? Ouais, vous êtes mis à la retraite. Il y a longtemps. OK. Donc, essentiellement, vos films, c'est ce que j'avais compris, hein, mais je voulais m'en assurer. Donc, les films est une façon de prolonger, je veux dire, oui, tout à fait. Oui, en fait, quand j'ai été mis à la retraite, tout ça est tombé, naturellement. Et puis, les Français sont venus me trouver, même s'ils tournaient autour de moi depuis 10 ans, les producteurs français, distributeurs français sont venus me trouver, ils m'ont dit, tu ne veux pas continuer, quoi. Donc, là-dessus, on a fait Ni juge ni soumise. Ouais. Et puis, il y a eu le Covid, et le jour du Covid, qu'on a tout bloqué en Belgique, on signait le contrat pour Striptease Intégral, vous allez voir, sauf qu'on ne pouvait plus tourner, quoi, puisque tout est bloqué avec un masque devant la gueule. Donc, ça n'allait plus. Donc, les Français, au premier train Paris-Bruxelles, ils sont arrivés chez nous, à Bruxelles, et on dit, l'argent est là, les mecs, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et je me suis souvenu d'un striptease qu'on avait fait au début des années 20, en 3 fois 50 minutes, qui s'appelait Le flic, le juge et l'assassin. Et puis je me dis, mais avec ça, on peut refaire un film d'une heure et demie, quoi. Et le miracle a fait qu'on a retrouvé dans une salle de montage, dans une armoire pleine de poussière, tous les rushs des trucs d'il y a 20 ans. Et donc, j'ai tout revisionné, j'ai refait tout un autre film qui s'appelle Pour les frites. Pour les frites. Et puis alors maintenant, quand Pour les frites était fini, le Covid fini, on s'est mis à faire Striptease Intégral. Et maintenant, on lance le Striptease Intégral numéro 2. Ouais. Donc, et toujours avec ce principe d'avoir différents sketchs.
Sur Striptease à Técra numéro 2, oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Parce que dans Poulet frites, c'était une bonne histoire. C'était une histoire. Ouais. Alors que là, on a l'impression que finalement, on est plus dans les striptease des premières années, tout à fait. Où il y avait des durées qui sont différentes, parce que ça aussi, c'est fascinant dans la striptease intégrale. C'est que je pense que j'ai revu seulement qu'une fois le film, j'ai pas numéroté le temps, mais j'ai l'impression que le sketch le plus long, c'est celui que tu fais. Même non. Ah non? Non, je pense que c'est peut-être même le plus court. Ah oui? Non, c'est le truc. C'est quoi le plus court? Le plus court, c'est... Ah oui, c'est le dernier. C'est le dernier, mais ça, on ne veut pas en parler. Non, parce que faut absolument voir. Non, mais je crois que les autres, il y en a qui sont plus longs. Hein. C'est pas machin... comment... Celui de Mathilde? Non. Celui de Clémentine? De Clémentine, je crois. Ah, peut-être. Zéro déchet, je crois. C'est la famille Cato. La famille Cato. Qui représente assez bien, je veux dire, aussi une tendance actuellement. Hein? Alors, je vais vous exprimer. La famille Cato, comment parfois on parlait de la recherche, la difficulté de faire un film. Famille Cato, donc vous voyez un truc sur les zéro déchet, donc c'est très à la mode maintenant. On ne jette plus rien, et donc je lance Clémentine Bizio, qui est une petite Française là-dessus. Donc elle cherche la famille. Et dans cette famille, on découvre 3 pistes formidables. 1, la fille aînée va se marier avec un noble. 2... Oui, parce qu'il faut préciser. Exactement. 2, la deuxième piste, il y a toute l'histoire du paintball, où toute la famille avec les cousines, cousines, trouve le paintball. Et la troisième idée formidable, c'est que monsieur qui est DRH chez Peugeot va avoir une mutation. Et espère une mutation en Iran. Alors moi, quand j'entends ça, je fais des triples bonds en salto arrière, quoi. Sauf que, entre-temps, pendant la période de préparation de tournage, etc., la fille se sépare de son petit mec, donc le mariage tombe. Le possesseur des outils du paintball, il part en vacances à la Guadeloupe. Et surtout, la mutation a lieu, mais ils étaient à Charleville-Mézières, donc à la frontière franco-belge. Il est muté à Vagnes-Ancienne, 60 km plus loin. Ce qui est tout à fait... Donc, il y a 3 pistes de départ, en fait, tombent. Donc, il faut quand même faire le film. Et on a fait Madame qui nettoie les chiottes, quoi. Et qui est drôlement intéressant. Très bien. Très bien. Et là, Maxime, mon technicien, me dit que là, je dépasse toujours mon temps. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, hein, on connaît. Et on pourrait poursuivre cette discussion. On ne sait pas si Striptease Intégrale va être représenté au Québec. On espère que quelqu'un va pouvoir l'acheter et va pouvoir faire en sorte que les gens qui ne l'ont pas vu au Festival du Nouveau Cinéma puissent le voir en salle. Mais au-delà de ça, je veux dire, va sûrement se retrouver sur une plateforme à quelque part. Très certainement. Hein. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Jean Libon. Voir quelque chose sur une plateforme dans une grande salle, c'est toujours mieux sur grand écran. Donc, merci beaucoup, Jean Libon et Stéphanie de Smet pour cette rencontre. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Ouais, c'était trop chouette. Merci.